Déjà, je remercie l'ARIBA de l'invitation. Et puis, je vous remercie d'être présent. Alors, l'aménagement urbain. Donc, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur la vision mésopique, scotopique, c'est-à-dire la vision nocturne, et l'éblouissement également en situation de rétine adaptée à l'obscurité. Alors, on a deux types de photorécepteurs, vous connaissez, les cônes et les bâtonnets. Et c'est les bâtonnets qui sont responsables de la sensibilité à la faible lumière. Alors, il y a des définitions sur ce qu'on appelle la vision scotopique, mésopique, photopique. La définition, c'est une définition de luminance, de candela par mètre carré. Et le passage entre mésopique, photopique, c'est entre 1 et 10 candela, c'est à peu près ici. Alors, par exemple, pour les orthoptistes connaissent peut-être mieux que les ophtalmos, mais la coupole, le fond de la coupole d'un Goldman, c'est 10 candela par mètre carré. Les anciens octopus, c'était 3 candela par mètre carré. Voilà, ça peut vous donner une idée. Donc, c'est photopique bas. Et puis ensuite, la pleine lune, c'est 0,01 candela. Donc, s'il n'y a pas de nuage, on est ici. Et puis, le scotopique, c'est 10 puissance moins 4. Oui. Alors, l'adaptation à l'obscurité, elle n'est jamais complète. Parce que si on veut vraiment adapter une rétine à l'obscurité totale, il faut attendre minimum 30 minutes. Et au bout de 30 à 40 minutes, dans des conditions expérimentales très particulières, en fait, un photon peut donner une stimulation lumineuse. Mais bon, il faut vraiment se mettre 40 minutes dans l'obscurité totale. Voilà, donc ça, on simule à peu près ce qu'on appelle la conduite nocturne, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, les déplacements. En conditions mésopiques, voilà, donc c'est une pleine lune, on est à peu près ici. Alors, ça ne représente pas trop mal ce qu'un œil humain est capable de percevoir. Mais en fait, donc en mésopique 003, des jeunes qui ont une supervision peuvent, avec un texte très bien contrasté, donc peuvent arriver à lire, par exemple, un Pareto 4, avec ce type d'ambiance lumineuse extrêmement faible. En fait, c'était connu au XIXe siècle. Si on regarde la littérature du XIXe siècle, parce qu'on n'avait pas d'éclairage, on lisait la nuit. Ensuite, la particularité de la répartition des cônes et des bâtonnets, c'est que les bâtonnets, en fait, sont essentiellement vision rétine intermédiaire, vision périphérique. Donc, schématiquement, les bâtonnets sont responsables de la détection plutôt de la vision périphérique et de la vision nocturne. Alors, est-ce qu'on peut l'étudier ? Je vais vous montrer quelques exemples de tests qu'on peut utiliser pour étudier la vision mésopique, scotopique. Alors, on peut faire du champ visuel. Ça, par exemple, c'est du champ visuel mésopique. En fait, donc, on baisse la luminance de la coupole, c'est très simple. On baisse à 0,1 candela, par exemple. Et on va mettre, alors il faut des normes de référence, et on va mettre en évidence, par exemple, un scotome central, donc qu'on voit ici. Sinon, en photopique, on serait passé à côté. Donc, n'oubliez pas, le champ visuel, c'est un champ visuel où, en fait, on teste essentiellement la réponse des bâtonnets et assez peu des cônes. N'oubliez pas. Pareil, on peut faire au Goldman. On peut faire du Goldman mésopique. D'accord ? Donc, les appareils que vous disposez peuvent le faire. C'est juste des problèmes de protocole, mais vous pouvez faire du champ visuel mésopique. Ensuite, il y a un très vieux test qu'on appelle le test de Bayard. Donc, c'est un test de récupération. Alors, on peut le détourner, c'est-à-dire on peut le faire sur une rétine adaptée. Par exemple, on met le patient 5 minutes dans le noir. Et puis, il y a des points on éblouit ensuite. Et c'est le temps de récupération, donc après un éblouissement sur une rétine adaptée. Ça marche pas mal. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul appareil qui le fait, c'est l'Ergovision de Decilor, qui est un appareil de médecine du travail que j'utilise un petit peu. Ça marche plutôt pas mal. C'est un très vieux test, mais qui marche plutôt bien. Après, dans les plus modernes, alors vous avez plusieurs appareils. Celui-là, c'est celui de Metrovision, où en fait, on arrive à mesurer l'anneau de diffusion, c'est-à-dire c'est très intéressant en situation, par exemple, de conduite, où on arrive à mesurer l'éblouissement donc ressenti par le patient par exemple, des phares de voiture. Alors, les pathologies. Alors, je vais partir un petit peu de l'accidentologie, puisqu'en fait, l'accidentologie, elle comprend l'accidentologie donc des véhicules, mais également des piétons. Quand on parle de mort, par exemple, sur la route, ça comprend non seulement les accidents de voiture, mais les accidents de vélo, et exactement les accidents de piétons, donc qui sont liés à un déplacement. Alors, de façon un petit peu... on a très très peu de données, mais l'accidentologie liée à des problèmes de vision, elle est très faible. L'accident mortel, c'est moins de 1%.
En fait, si on regarde les facteurs d'accidentologie, on a un truc qui s'appelle fourre-tout, 12% des cas. Et dedans, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a probablement un petit peu des facteurs visuels. Donc, quand il y a un accident mortel, sauf exception, en fait, donc il y a une recherche de cause médicale, mais en général, il n'y a jamais d'étude du degré de vision en cas d'accident mortel. C'est absolument exceptionnel. Alors, il y a deux situations différentes quand on se déplace de nuit. Vous avez dans votre patientèle à la fois ophtalmo et orthoptiste. Il y a premièrement la perte des repères. Alors ça, c'est la vraie cécité nocturne. D'accord. Et puis après, il y a aussi, alors ça c'est extrêmement difficile à étudier, tout ce qui va être décompensation de la vision binoculaire. Donc actuellement, vos bilans orthoptiques, vous les faites en situation photopique basse ou photopique classique. Vous faites quasiment jamais une mesure de barre de prisme, cherchez un X ou un E en faible luminaire. Or, si vous interrogez bien vos patients qui se plaignent la nuit dans les déplacements, vous avez des décompensations de phorie importantes. Alors, on connaît la myopie nocturne, mais vous avez également toute une pathologie de la vision binoculaire. Alors, il y a quelques sujets d'orthoptistes dans les écoles où on fait des tests. Par exemple, à Rennes, il y en a eu un. Mais finalement, ça ne débouche pas. Il n'y a pas de bilan orthoptique vision binoculaire en faible luminance. À ma connaissance, ce n'est pas normalisé, ce n'est pas standardisé. Donc ça manque vraiment. Puis après, la cécité nocturne totale, en fait, c'est par exemple, donc la vision binoculaire, ils vont avoir un petit peu de mal à se repérer. Et la vraie cécité nocturne, en fait, même quand il y a des bandes blanches, en fait, ils ne les repèrent pas. Ils sont complètement perdus. Alors, il y a des études. En fait, les études, on prend une pathologie. Par exemple, on prend la déméla, on prend rétine pigmentaire, on prend Stargardt, et puis on regarde ce que ça donne au point de vue pathologie. Alors, vous avez des arguments pour étudier la vision mésopique, par exemple, dans la déméla, qui permettrait de détecter des atteintes précoces. Ça, c'est des articles un petit peu anciens. Voilà, donc je vous donne un exemple. Une patiente de 66 ans, elle nous raconte une histoire très ancienne de mauvaise vision nocturne depuis l'enfance. Elle ne marche jamais seule la nuit, et si elle marche même accompagnée, elle a une lampe de poche avec elle. Elle a quasiment jamais conduit la nuit. Et puis, elle descend à 8 dixièmes petit à petit. En fait, quand on lui fait un champ visuel binoculaire, elle a un scotome paracentral. À la 8 dixièmes, c'est au ras de l'axe central. En situation de conduite, en fait, elle décrit bien, elle voit tout gris. Alors, elle ne ressent pas de scotome absolu, mais elle ressent une grisaille dans son champ visuel central sur les 20 degrés centraux à peu près. Et en fait, si on fait de l'imagerie, alors c'est une déméla, en fait, elle a une atrophie qui est au ras de la fovea, mais avec une atteinte tout à fait particulière parce qu'elle a commencé à 50 ans. Elle a une cécité nocturne, elle a un électrorétinogramme des bâtonnets qui est plat, donc en fait c'est ce qu'on appelle une déméla qu'on appelle l'EMAP, qui est une déméla tout à fait particulière. Donc classiquement, les DMLA n'ont pas de cécité nocturne. Si dans vos patients, vous avez vraiment... En fait, la voie d'appel, c'est d'abord, ça commence avant 60 ans, et puis les patients se plaignent plus de la cécité nocturne que finalement la vision centrale. Il faut que vous pensiez à cette maladie, qui évolue vite. C'est vraiment pas une bonne pathologie, parce que à 60 ans, 62 ans, ils sont tous à 1 dixième à 20e. Voilà, donc si on fait un fort grossissement, on voit quand même que... Alors, il reste quelques photorécepteurs. Je vous rappelle qu'il y a encore 8 dixièmes, donc il reste quelques petits photorécepteurs ici. Mais là, par exemple, c'est complètement atrophique. Là, c'est en grande partie atrophique. Et puis même la ligne des photorécepteurs ici, quand on un petit peu de la fovea, n'est pas normale. Alors ça, c'est un autre patient qui venait pour difficulté déplacement nocturne, à la fois à la marche, en vélo, il faisait du vélo, et puis en conduite. En fait, c'est tout à fait classique. Il y a plein de petites drusènes. Et alors, si on lui fait un champ visuel photopique, on ne trouve rien. Si on lui fait un champ visuel binoculaire mésopique, alors là, en plus, là, si vous préférez, le champ visuel binoculaire, c'est grossier, c'est-à-dire on cherche un déficit absolu, en 3-4 E pour les orthoptistes. Eh bien, en fait, on trouve un déficit qu'on voit en mésopique, qu'on ne trouve pas en photopique. Donc, vous avez, en fait, l'idéal, ce serait qu'on puisse se mettre d'accord entre les différents centres pour une méthode, par exemple, de champ visuel mésopique. C'est-à-dire, on définit un niveau de luminance, une population de référence, et puis on s'y met. Actuellement, ça n'existe pas. Alors, l'éblouissement de nuit. Alors ça, j'ai
Voilà. En fait, la première cause d'éblouissement de nuit, hein, c'est les verres. D'accord, vos verres, hein, je suis sûr qu'il y a un tiers de la salle là, qui ont des verres complètement rayés. Hein. Voilà, donc en fait, la première chose qu'on regarde, nous, en consultation, c'est l'état des verres. Hein. Donc, d'accord. Non, il y a rayé, sale, enfin la totale, quoi. Et vous avez la même chose sur les pare-brises. Hein. Donc déjà, déplacement de nuit et difficulté, déjà, si vos patients font du vélo ou la marche à pied, vérifiez quand même l'état des verres. Hein. C'est valable sauf pour les ophtalmologistes, les verres apparemment sont pas rayés. Ouais. Mais si, tu viens de regarder. Si. Après, on peut simuler la gêne à la conduite de nuit. Donc nous, on le fait avec des lunettes de simulation en situation de conduite. Hein. Et voilà, en fait, en fonction, par exemple, des pathologies de la surface, de la cornée ou du cristallin, on va avoir des halos de diffusion autour des sources ponctuelles de lumière qui peuvent être très, très, très invalidantes. Donc là, en fait, c'est l'interrogatoire. Hein, c'est-à-dire les patients qui viennent vous voir en disant la nuit, ça va pas, il faut vraiment essayer de séparer la cécité nocturne totale de l'éblouissement. La cécité nocturne totale, elle est exceptionnelle. Alors que l'éblouissement, c'est 95% des cas, c'est ça en fait. Hein. Alors après, il faut chercher toutes les causes d'éblouissement possibles. Bon, il y a beaucoup de segments antérieurs, hein, lunettes, segments antérieurs. Puis après, vous avez cristallin, vitré, rétine. Et puis, n'oubliez pas, vous avez des photophobies cognitives aussi. Hein. Alors ça, c'est juste une aparté sur le problème de la conduite de nuit. En fait, il n'y a pas de normes. Hein, donc ça, c'est la Société canadienne d'ophtalmologie francophone. Donc il n'y a aucun test ni procédure recommandée pour tester et évaluer la vision de la nuit pour la conduite. C'est normalement réglementaire, mais en pratique, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Alors, se déplacer de nuit, et là, je vais vous montrer quelques diapos un peu plus sociologiques. Donc là, en fait, c'est un article intéressant hein, que j'ai fait une veille bibliographique. Alors, c'est volontairement agressif, hein, parce que le titre de son article, c'est Le capitalisme à l'assaut du sommeil. Et en fait, lui, alors c'est un article qui est très argumenté, très intéressant. En fait, on est en train, dans nos sociétés modernes, hein, de déplacer, hein, on se déplace de plus en plus vers la nuit hein, pour tout un tas d'activités. Et en fait, lui, sa phrase, hein, donc on passe la nuit, on devient des travailleurs consommateurs plutôt que des dormeurs. Hein. La nuit, c'est de plus en plus pour finalement consommer, travailler, non plus pour dormir. Et donc la dichotomie entre le jour et la nuit est en train de s'effacer dans nos sociétés modernes. Hein. Je vous ai mis le lien Internet si vous voulez lire l'article un petit peu plus dans le détail. Alors effectivement, quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit. Je pensais implicitement que finalement, dans nos sociétés modernes, il y avait moins de gens qui travaillent la nuit maintenant qu'il y a, par exemple, 50 ans. En fait, pas du tout. On travaille de plus en plus de nuit. Alors, vous avez, et puis, vous voyez, c'est pas l'apanage des grandes villes. Là, vous avez 13% des travailleurs au sens large hein, qui travaillent de nuit en Île-de-France, mais dans le reste de la France, c'est 15%. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent de nuit. Alors nous, dans les médecins, on connaît, hein, parce qu'on fait des gardes. Hein. Voilà, donc on sait ce que c'est. Et c'est très masculin, hein, comme du point de vue sociologie. Alors, depuis une dizaine d'années, hein, vous trouvez de plus en plus d'articles. Et en fait, dans toutes les grandes villes, hein, vous avez en fait un plan, ce qu'on appelle un plan nocturne, un plan lumière qui existe partout. Alors, je vous montre un petit peu, ça c'est l'Île-de-France, où en fait, on commence à avoir des données. Hein. Donc là, par exemple, c'est 4% de la demande journalière en déplacement écoulée entre minuit et 5 heures du matin pour les routes. Hein. Donc en fait, ça veut dire que 4% des routes en Île-de-France sont utilisées entre minuit et 5 heures du matin. Et là, ils insistent, hein, la fermeture du métro, c'est 2h15. Donc vous pouvez faire la fête jusqu'à 2h. Hein, donc voilà. Et de plus en plus de grandes villes, en fait, là, ici, il y a 10 grandes villes dans le monde, en fait, où le métro fonctionne jour et nuit. Il ne s'arrête pas, hein, de plus en plus. Alors, c'est dans l'article. Il faudrait que je te mettrai le lien. J'ai mis tous les liens. J'ai mis les liens. Paris, non. Hein, Paris, ça s'arrête. Hein. Alors, le problème de la nuit, c'est qu'en fait, si on regarde en accidentologie, c'est-à-dire piétons, vélos et puis voitures, vous avez 10% du trafic et à peu près la moitié des tués. Hein, donc, se déplacer de nuit, c'est quand même assez dangereux.
Et puis, donc voilà, vous avez quand même... Et ça ne change pas. Ça fait de nombreuses années que la nuit, c'est beaucoup plus dangereux que le jour. Alors, du point de vue sociologie, la première réponse de nos sociétés, c'est une réponse très ancienne, parce qu'elle date du 19e siècle, avec l'apparition de l'éclairage public au gaz, c'est si on éclaire la nuit, on est en sécurité. Donc là, vous avez un énorme marché mondial sur l'éclairage de la nuit, avec, je vous montrerai après, ce qu'on appelle des villes intelligentes. Et ça, cette notion de sécurité, en fait, c'est percuté depuis une dizaine d'années par la nécessité de faire des économies d'énergie. Alors voilà, vous avez deux choses qui s'impactent, sécurité d'un côté, et puis la nécessité de faire des économies d'énergie. Donc vous avez des villes, je pense que vous avez des villes par exemple qui ont dans certains quartiers éteint la lumière par exemple après minuit, et puis sous la pression de la population, ils les ont rallumés. Donc il y a plein d'exemples en France, si vous regardez, si vous surfez sur Internet, vous savez que voilà, il y a des mairies qui ont fait des essais et qui ont rallumé finalement leur lumière la nuit. Pardon ? Il y en a qui continuent. Oui, il y en a qui continuent. En Normandie, il y a beaucoup de villes qui éteignent soit à 10h, soit à 11h. Ouais. Alors, si on regarde, là je ne vous ai pas mis, mais si on regarde les chiffres de sécurité, c'est les chiffres de sécurité publiés par le ministère de l'Intérieur. En fait, si on compare des endroits où il n'y a pas lumière et lumière, il n'y a pas plus de problèmes de sécurité. Donc allumer, en fait, c'est un faux problème. C'est une fausse solution. Ça, c'est ce que, disons, les grands décideurs, le ministère nous répond. Quand on veut... voilà. Alors ensuite, j'ai pu participer à Nantes à une expérimentation sur... En fait, ils ont installé dans une rue qui faisait à peu près 500 mètres, des lampadaires intelligents pour faire des essais de deux types. Ils ont premièrement fait des... Non, ça c'est Nantes, ça c'est Lille. En fait, c'est Lille. Oui, oui. Là où il y a le futur CHU d'ailleurs. L'île de Nantes, ça s'appelle. On va t'inviter, parce que là, il faut qu'on te fasse une visite de nuit, là. Voilà, donc à côté, pas très loin du futur CHU, juste à côté de l'éléphant, si tu veux savoir. Voilà, l'éléphant, tu vois où c'est, ouais. Et ils ont expérimenté une rue, donc c'est l'école d'archi de Nantes. Ils ont fait 2 expérimentations. Très lentement, ils ont baissé la luminance. Sur 3 mois à peu près, ils ont baissé. Puis après, ils interrogeaient la nuit des personnes pour savoir en fait s'ils le ressentaient. Et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient baisser la luminance d'un facteur 3 avant que la population commence à s'en rendre compte. Voilà. Et la deuxième chose, ils ont fait des essais, à la demande des associations plutôt déficients visuels, de lampadaires intelligents, où, par exemple, ce serait par exemple d'allumer 100 mètres, et puis les 100 mètres suivants sont éteints, etc. Donc là, ils sont pas allés très loin dans cette expérimentation-là. Alors, vous trouvez, si vous vous intéressez vraiment au déplacement de nuit, vous avez donc ce qu'on appelle le CEREMA. Donc, en fait, là, c'est très... il y a beaucoup de données, mais si vous vous intéressez au déplacement milieu urbain, vous avez... alors, c'est à la fois milieu urbain et hors agglomération, vous avez des données. Donc, vous avez, en fait, les villes, les autorités qui s'intéressent énormément au déplacement de nuit. Là, je vous montre encore une fois la ville de Paris... Enfin, non, c'est plutôt toute la région Île-de-France, avec les déplacements. Donc là, vous avez 18 heures ici, et puis minuit ici, puis 8 heures du matin. Et ils ont comparé les déplacements. Alors la ligne blanche épaisse, c'est les voitures, et vous avez Vélib, les vélos. C'est une étude qui est récente, elle est pas très vieille. Et en fait, on voit, alors j'étais assez surpris, que le Vélib est utilisé même après minuit dans la ville de Paris. À mon avis, c'est un peu biaisé, parce que quand tu passes sur les quais, il y a 2 Vélib pour une file discontinue de voitures. Donc, la mairie de Paris, tu sais, elle a dû complètement biaiser le truc. Et tu vois même que le Vélib est plus utilisé que la voiture, par exemple, à 11h du soir. Non, mais globalement, sur une grande surface. Je me promène dans la nuit. Oui, où est-ce que tu te promènes Ouais. On va pas te demander où tu vas. Et là, vous avez la fermeture du métro et l'ouverture du métro. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de piétons, de vélos ou de nouveaux systèmes de mobilité, trottinettes, qui circulent la nuit. Il y en a de plus en plus.
Donc la nuit, vous voyez, hein, du point de vue sociologique, ça revient. Hein, et en fait, vous avez par exemple les trains de nuit qui redémarrent. Alors je vous ai mis une carte. Hein. Alors j'ai essayé de prendre un train pour aller dans le sud, c'est plus que compliqué, mais là vous avez la carte aussi hein, de la lumière. Hein. Donc vous voyez, vous avez Paris. Alors la Belgique, elle est complètement éclairée. Pourquoi la Belgique est complètement éclairée par rapport à la France? Les autoroutes sont voilà. Alors, ils commencent à supprimer des éclairages sur certains tronçons, les Belges. On a toujours dit que les autoroutes belges étaient moins accidentogènes que les Non, françaises. elles sont de moins bonne qualité. Il y a beaucoup plus de nids de poules, hein, je parle sous contrôle. Hein, et en fait, elles ont plus d'accidents qu'en France, alors qu'elles sont éclairées. Non, donc non. Si tu te balades en Belgique, tu verras que sur les 3 voies, il n'y a que 2 voies, parfois une voie utile. Les 2 autres sont défoncées. Hein. J'exagère pas. Hein. Non. Et il y a de plus en plus d'activités hein, donc, culturelles la nuit. Hein. Là, je vous montre un exemple de Lyon. Hein. Alors, là, j'ai pris aussi, du point de vue sociologie, vous avez une étude d'un chercheur qui s'est intéressé aux étudiants à Tours la nuit. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Alors, ça fait 150 pages, c'est assez passionnant à lire. Voilà, donc il a fait... Non, mais comme ça, on sait vraiment ce que font les jeunes. Hein. Et donc d'abord, il y a des définitions sur les horaires, hein, 20h, 1h30, 1h... Alors cœur de la nuit, c'est 1h30, 4h30. Et puis, donc il a cartographié les endroits où se retrouvent les jeunes, et il a comparé, par exemple, sur une place, la population jeune qui vient le jour et la nuit. Et c'est surtout, en fait, cette diapo qui est intéressante, parce qu'il a regardé les modes de transport utilisés la nuit. Hein, vous voyez que, finalement, la voiture, c'est pas le mode de transport le plus utilisé. Vous avez la marche à pied, hein, de façon importante, le tram, hein, donc le tram qui circule tard la nuit, et les bus aussi. Hein. Et vous voyez que la voiture, c'est finalement pas du tout le mode de transport le plus utilisé dans la ville de Nantes pour les jeunes. Attention, hein, c'est des jeunes étudiants. Hein. Oui, c'est Tours. C'est à Tours, ça. Oui, mais après, tu as dit non. Non, c'est Tours. À Nantes, j'ai pas de données sur Nantes. Non, Tours. Alors, je vous montre également, donc ça c'est une vidéo qu'on a faite récemment dans une petite ville de Picardie. Là. Normalement, le son devait être coupé. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Voilà, donc en fait, c'est une route intelligente. Vous voyez, vous avez l'éclairage qui s'allume. Après, celui-là s'allume aussi. Et là, voilà. Alors, alors, vous voyez que les lampadaires, les détecteurs sont très... Voilà, celui-là, il s'est allumé une fois que la voiture est passée. Donc, non, mais là, il y a un grand trou noir. OK. Vous voyez, un trou noir. Bon, on attend, pof, ça s'allume. Et puis celui d'à côté, celui d'après, il ne s'allume pas, mais celui qui est lointain s'allume. Alors, ça, je vous ai simulé 30 à l'heure. Et maintenant, je vous simule un piéton. Alors, et en fait, de plus en plus de villes sont équipées avec ce type de dispositif. Voilà, donc là, c'est un piéton. Le piéton, voilà. Le piéton. Voilà. D'accord ? C'est la vraie vie, hein. On l'a filmé il y a 15 jours. Hein. Et hop, il s'allume. Là, il y en a 2 qui s'allument. Et puis pareil. Donc en fait, vous avez des trous noirs. Et donc ça, c'est absolument une horreur, déjà pour nous qui n'avons pas de problème de vision, mais pour les personnes âgées et encore plus pour les déficients visuels. Hein, parce qu'en fait, les changements de luminance, c'est vraiment ce qui est de pire pour nos patients. Hein. En particulier, la caricature, c'est rétinipimo. Vous voyez, ça va. Et hop, on est de nouveau dans un trou noir. Ouf. Voilà. À 5 à l'heure. Hein, j'étais à 5 à l'heure. Voilà, puis là, on attend. C'est génial. Voilà, donc ça, c'est les villes intelligentes. Il y a un énorme marché sur ce qu'on appelle les villes intelligentes, hein, d'accord ? Donc, si vous allez sur Internet, vous verrez... Et puis, alors, c'est des coûts... Parce que l'idée qui est derrière, hein, c'est de diminuer les coûts. Hein. Donc, en fait, la voie d'abord de toutes ces boîtes qui vendent ces technologies, hein, c'est que vous allez faire 20, 30, 40% d'économie sur votre facture d'électricité dans une ville. Voilà, sauf que... ça, c'est pas du tout adapté, même aux bienvoyants, puis encore plus aux malvoyants. À Nantes, les essais qu'on avait faits, c'est qu'il faut à peu près 200 mètres éclairés pour circuler. Et puis ensuite, les lampadaires doivent s'allumer, mais au-delà de 200 mètres. Là, on n'est même pas à 10 mètres. Là. Alors, ensuite, est-ce que la technologie peut nous aider ? Alors, la technologie, elle est très orientée voiture. Il n'y a pas grand-chose pour les vélos et encore moins pour les piétons. Donc, vous avez des voitures automatiques. Bon, là, c'est la voiture qui a tué un piéton... il y a une dizaine d'années. Hein. Uber, à l'époque, qui a cessé les recherches. Et en fait, tous les systèmes ont détecté le piéton, hein, il poussait son vélo. Hein, donc, il y avait un système de lidar, caméra, tout a été détecté. C'est l'algorithme qui s'est planté.
D'accord? C'est le programme qui s'est planté, il n'a pas freiné. Alors, et je vous rappelle qu'il y avait un ingénieur dans la voiture, hein, il n'a pas réagi non plus. Hein. La voiture roulait pas vite, elle roulait à 20-30 à l'heure. Hein. Voilà, donc ça a beaucoup calmé. Hein. C'est inquiétant, ces ingénieurs. En fait, ils ne touchent pas le volant, hein, ils sont devant les ordinateurs, parce que ça, c'était un protocole de recherche, ça. Hein. Voilà, donc les algorithmes, ça peut être simple, hein, même avec l'intelligence artificielle, à programmer. Donc vous avez plein d'aides hein, dans les voitures de plus en plus, hein, des systèmes de capteurs, des radars, des lidars. Le lidar, par exemple, ça fonctionne la nuit. Vous avez des systèmes avec les phares adaptatifs. Hein, donc tout ça, c'est dans les voitures haut de gamme. Vous trouvez pas mal de choses. Hein. Vous avez des systèmes infrarouges. Hein, ça peut vous détecter le sanglier qui arrive avec un système de freinage d'urgence. Hein, sanglier qui arrive, vous avez un freinage d'urgence. C'est BM qui fait ça. Et vous trouvez également tout ça. Alors, pas dans les Tesla européennes. Vous trouvez ça. Il y a plus de systèmes d'aide dans les Tesla américaines qu'en Europe. Hein. En Europe, ils sont un peu bridés. Hein. Alors, les piétons et les vélos, en fait, moi, je vois pas mal de déficients visuels, en particulier des rétines pigmentaires. En fait, ils s'équipent de ça. Hein. Donc, il faudrait que sur les stands d'optique, d'ailleurs, il y ait quelques... Ça, c'est juste... Parce qu'en fait, il y a trop de choix, lequel ils prennent. Et puis, c'est surtout qu'il faut qu'ils fassent des essais de nuit. Donc, moi, je les envoie. L'hiver, vous allez à Decathlon ou un autre. Et puis, vous les essayez, sauf qu'il faut qu'ils les sortent du magasin. Les magasins sont trop éclairés. Donc, en fait, les déficients visuels ont énormément de mal de faire des essais de ce genre de système. Alors, il y en a, c'est frontal. Et puis, il y en a pas mal. Et c'est peut-être même mieux qui sont ici. C'est pour ceux qui courent. Hein, je pense qu'il y en a qui courent la nuit. C'est surtout les sportifs qui font des trails de nuit qui utilisent ça. Pour les vélos... alors, vous trouvez des trucs assez impressionnants. Vous avez en fait des phares qui vraiment éclairent énormément, que vous posez sur les vélos. Ça, c'est pour ceux qui font du VTT de nuit. Hein. Vous savez, qui est sportif ici, qui fait du trail de nuit ou non? Bon. 2 jours, voilà. Donc, mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Hein. Et en plus, tous ces systèmes-là ne sont pas homologués. C'est-à-dire que vous baladez avec ça sur une route, là, vous éblouissez la voiture d'en face. Donc, c'est que des trucs de sport bricolés. Hein. Il n'y a pas de... Sur l'éclairage des vélos, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de normes. Hein. Voilà. Donc, en conclusion, on a un mammifère diurne. On ne devrait pas se déplacer, travailler la nuit. Tout ce qu'on fait la nuit, c'est du bricolage. Mésopique, on a un gros problème, orthoptiste ophtalmo, c'est qu'il y a plein de tests de labo disponibles, mais il n'y a rien pour dépistage ou faire des protocoles ou se coordonner entre différents centres. Et puis, s'il y a des gènes au déplacement, toujours la réfraction. Là, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez quand même la myopie nocturne, quelque chose d'assez classique chez les jeunes, moins 0,50, il faut quand même y penser. Hein, c'est assez fréquent. Les décompensations de troubles de vision binoculaire, je pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Mais là, la balle est dans le camp des orthoptistes. Est-ce que vous pouvez nous faire des bilans mésopiques? Alors, c'est pas facile parce qu'il faut laisser le patient 5 minutes dans la pénombre. Il vous faut pratiquement un cabinet d'orthopsie adapté à ce type de test. Actuellement, en dehors des labos de recherche, on n'a pas. Hein. Et puis les pathologies, là, on a toute la pathologie qui arrive. Voilà, je vous remercie. Merci Xavier. On a du temps pour quelques questions dans la salle. Oui. Xavier, sur le champ visuel mésopique, oui. Est-ce que tu le fais? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fond qui change? Oui, c'est le fond qui change. Et le fond? Ah non, les deux. Les deux, parce que... Tu dis que c'est un 3-4E, mais si tu fais un 3-4... Ah non, il faut diminuer la luminance, en fait, parce que le différentiel, en fait, tu déplaces la luminance du fond baisse, et tes tests doivent également baisser. C'est-à-dire, au lieu d'être à 300 candélas, tu vas te mettre, par exemple, à 3 candélas, le test le plus fort. Non, tu déplaces tout. Mais le problème, c'est d'avoir des bases de données de référence. En Métrovision, ils ont des bases de données de tests mésopiques, mais c'est pour des protocoles de recherche. Il n'y a pas, à ma connaissance, de champ visuel installé en standard. Au Goldman, il y a un protocole qui existe? Un Goldman classique manuel, c'est assez... Alors, il faut bricoler, hein, c'est-à-dire... Le Goldman classique, en fait, le problème, c'est que si vous touchez, en fait, ceux qui utilisent le Goldman classique, ils mettent des filtres atténuateurs, par exemple des 20 dB pour baisser la lumière, ils bricolent comme ça. Sur les appareils de type Octopus et Métrovision, là, c'est juste la programmation, il y en a pour 10-15 minutes à le faire. Hein, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est pas très difficile à faire sur les appareils modernes. Donc non, il n'y a pas de programme standardisé à ma connaissance. Par exemple, Mésopique, on va le faire à 0,1, 0,01. Quel test on utilise
Ça, c'est un appel. Hein. Mais c'est les grands centres qui doivent s'emparer de ça. Hein. Tu vois où je veux en venir. Hein. Parce que, en fait... Honnêtement, on vient d'écouter, il y a tout à l'heure, on voit que ce n'est pas son centre de préoccupation essentiel. Oui, mais on a... à le faire changer d'opinion. On a une pathologie qui s'appelle la rétinite pigmentaire, et puis il y a même certains glaucomes graves qui ont une véritable cécité nocturne, où en fait, c'est des jeunes, ils travaillent, ils se déplacent, et donc on a la vraie problématique de les aider, par exemple, le matin avant 8h et le soir à 17h. En fait, c'est un problème l'hiver. Hein, et alors, on peut essayer de jouer avec la médecine du travail pour qu'ils travaillent un peu moins l'hiver et plus l'été, mais on a un vrai souci pour nos patients qui travaillent de déplacement. Hein, il y en a qui se retrouvent en arrêt de travail, licenciés, parce que le matin, non, c'est pas possible. Je vois rien, je suis aveugle. Quoi. Alors qu'une heure après, ça va à peu près. Mais il me semble que Catherine Joxer, elle faisait en fait un championnat Oui. au Goldman des optiques. Oui, on a des enfin, mais c'est des trucs de labo. C'est-à-dire, nous, moi j'en ai fait, la nouvelle coupole que j'ai, je l'ai programmée aussi, mais c'est pas diffusé, quoi. Il n'y a pas de. En fait, faire des bilans de vision mésopique, scotopique. Alors, nous on le fait parce que quand on cherche des diagnostics de maladies, des rétines pigmentaires un peu spéciales, choses comme ça, nous on teste la vision nocturne, hein, le RG, l'adaptation à l'obscurité, mais c'est pas adapté à mesurer, par exemple, les déplacements. C'est-à-dire, est-ce que ce patient-là a besoin d'une canne blanche la nuit, oui ou non? Voilà, c'est en fait la question, c'est ça, c'est simple. Hein, en fait, moi, les patients, je les envoie en centre, les rétines pigmentaires en Paris, la voie d'entrée vers un centre de basse vision, en particulier locomotion, je les envoie l'hiver. Hein, parce que, et là, la canne blanche, la nuit, oui, je vais peut-être, oui, je vais voir, et puis finalement, ils y vont. Donc j'ai beaucoup de rétines pigmentaires qui rentrent dans la locomotion par les déplacements de nuit. Et alors, je travaille beaucoup avec les centres de l'Ouest. Les centres de l'Ouest jouent le jeu parce que je leur dis, enfin, de toute façon ils le savent, hein, de faire la locomotion tôt le matin ou tard le soir, parce qu'il faut que le personnel soit disponible. Ils le font, ils jouent le jeu. Hein. Ça, c'est génial, ça. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, à la Rama, effectivement, les rétines pigmentaires, on va les prendre l'hiver pour pouvoir travailler la loco de nuit. Sinon, effectivement, c'est compliqué de travailler, ou sinon, c'est des horaires pas pratiques. Quoi. Donc, entre l'été et l'hiver, vous n'avez pas les mêmes patients à la Rama. Alors, c'est vrai que le RP, on va plutôt les flécher l'hiver. C'est ça, oui, je suis d'accord.